Bien, bonjour à tous, ravi d'être parmi vous pour cet après-midi de conférence. Moi, je suis avec vous jusqu'à 18h30 et bien sûr, toute la journée demain. Je serai ravi de vous y retrouver. On a beaucoup de sujets à traiter. Cet après-midi, encore une fois, de nombreux sujets. On va commencer par une conférence qui est l'une des conférences vedettes, finalement, de cette IFTM Top Resa et depuis de nombreuses années. Il s'agit un peu de savoir où sont partis les Français en cette année 2024, quelles sont les destinations qui ont tiré leur épingle du jeu, celles qui ont davantage souffert de cette année. Et puis, on va essayer de se projeter évidemment sur les mois à venir, sur l'année à venir, pour essayer de savoir ce qui va se vendre via les tours opérateurs et via les agences de voyage, ce qui va se vendre pour cette fin d'année 2024, l'hiver et l'année 2025. Donc on a pour ça, on va se dire 45-50 minutes à peu près ensemble. Vous avez tous votre casque, normalement c'est beaucoup plus confortable pour vous. Donc n'hésitez pas, Canal 5. Et on est accompagné par évidemment 5 intervenants de grande qualité pour cette conférence. À ma droite, je ne la présente plus, mais quand même, puisqu'elle est la partenaire finalement obligée de cette conférence. C'est Linda Lenné, la rédactrice en chef de l'écotouristique, journal star de la presse professionnelle. À la droite de Linda, on a le plaisir d'avoir aussi, comme chaque année, René-Marc Chicly, le président du CETO. Le CETO étant le syndicat des tours opérateurs qui rassemble l'ensemble des professionnels du tour operating en France. À la droite de René-Marc, là aussi, je me demande si je dois le présenter, mais quand même, Guillaume Linton, qui est le président d'Asia. Asia étant le principal tour opérateur sur l'Asie, tour opérateur historique sur l'Asie. Évidemment, on aura beaucoup de choses à dire avec lui puisque l'Asie est revenue en force. C'est l'un des faits marquants de cette année 2024. À la droite de Guillaume, Bastien Crochet, qui est le VP Sales et Marketing d'Orchestra. Orchestra étant le système de réservation qui équipe quasiment l'ensemble des tours opérateurs et des agences de voyage en France. Et c'est grâce à Orchestra finalement qu'on a des datas sur les tendances à la fois de réservation, de prise de commande. On en saura un peu plus aussi avec lui parce que là aussi, il y a pas mal de choses qui bougent. Et puis, on a le plaisir d'avoir pour la première fois, et je vais commencer avec lui, d'avoir Bastien de Montaigne, qui est le Head of Travel chez Pinterest. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on va voir avec lui justement tout ce qui peut changer aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On a affaire à des acteurs plutôt physiques, tour opérateurs et agences, donc qui vendent des destinations dont on va découvrir le classement avec Linda. Mais avec Bastien, on va voir que le classement est assez différent finalement. Donc ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est évidemment une autre façon d'aborder le voyage, une autre façon d'inspirer le voyage pour tout un tas de gens. Bastien, alors on est content de vous avoir. C'est la première fois que Pinterest est présent sur IFTM Top Resa, c'est ça? Exactement. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est effectivement notre première participation à IFTM aujourd'hui. Donc, on est arrivé hier. On a déjà rencontré beaucoup de monde. Donc, on est vraiment heureux de pouvoir rencontrer les professionnels du secteur. Et puis, on est impatient un petit peu de vous raconter ce qu'est Pinterest et pourquoi on est là finalement aujourd'hui. Parce que c'est la question qu'on nous pose le plus. Qu'est-ce que Pinterest fait à IFTM? Eh oui, parce que ça n'est pas vous faire injure que Pinterest n'est peut-être pas le plus connu des réseaux sociaux, mais vous allez nous rappeler un peu ce qu'est Pinterest, combien d'utilisateurs, quel est le profil des utilisateurs, c'est quoi ça? Oui, bien sûr. Alors avant tout, Pinterest, c'est pas un réseau social finalement. En fait, nous, on se définit comme un moteur de recherche visuel. On compte pas moins de 18 millions d'utilisateurs en France, donc ce qui est quand même très conséquent. On touche quasiment une personne sur deux de la population active. Mais avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on nous connaît beaucoup pour justement la construction de projets. On vient sur Pinterest pour construire sa maison de demain, pour construire son nouveau foyer, pour trouver également au quotidien des recettes de cuisine. Mais beaucoup de gens qui sont ici nous connaissent de nom pour ces usages, mais nous connaissent un petit peu moins finalement pour le projet voyage. Alors finalement, le voyage, pour nous, sur Pinterest, c'est une catégorie qui est en pleine expansion, puisqu'aujourd'hui, on a des recherches qui sont 2 fois plus conséquentes depuis le début de l'année versus l'année précédente. Mais comme je l'ai dit, en fait, on est une plateforme de projet. Et donc finalement, les utilisateurs viennent sur Pinterest pour planifier un voyage d'avenir. Et tout ça, ça commence finalement par la recherche d'une destination.
Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est là où finalement, je parle un peu aux offices du tourisme qui sont là aujourd'hui. C'est un moment qui est opportun, finalement, pour prendre la parole, pour créer de la considération sur votre destination et justement être en mesure d'aider très tôt, finalement, dans la planification du voyage. Où est-ce que les Français demain iront en vacances? Ouais, ouais. Donc on peut faire, grâce à Pinterest, on peut faire du shopping. Est-ce que si vous avez un acteur du voyage, une destination qui entame un plan de communication avec Pinterest, on peut accéder directement à de la vente pure? Oui, absolument. Ouais. Alors, on n'est pas une plateforme transactionnelle, mais on a pour vocation à faire en sorte que ça le soit pour nos clients. Et donc aujourd'hui, une fois que l'utilisateur il a trouvé une idée de destination, ce qui est important, c'est qu'il puisse passer à l'action. Et pour passer à l'action, finalement, on a besoin de vous. On a besoin des hôteliers, on a besoin des tours opérateurs, des guides touristiques. Parce que ce qu'ils viennent chercher sur Pinterest, maintenant, ce sont des idées concrètes pour les réaliser, ces projets de voyage. Donc une fois que la destination elle est choisie. À titre d'exemple, en début d'année, je suis parti avec ma femme à Oman, destination qu'on ne connaissait pas, qu'on a découvert sur Pinterest. Et finalement, on a pu trouver comme ça des guides de voyage qui nous ont donné des conseils d'itinéraire, des loueurs de véhicules sur place et réussir à construire cet itinéraire de A à Z. Et donc si on est là aujourd'hui, c'est également pour une raison particulière, c'est parce qu'on est capable sur Pinterest un petit peu d'avoir une perception, grâce à des signaux faibles, sur les destinations qui vont marcher demain, parce que les utilisateurs viennent très tôt en avance finalement sur Pinterest. Et c'est ça qui est intéressant. Alors juste 2-3 chiffres. Combien d'utilisateurs? Et puis c'est quoi le profil de vos utilisateurs? Bien sûr. Donc en France, c'est 18 millions d'utilisateurs et un demi-milliard dans le monde. Et la catégorie voyage, très spécifiquement, on a aujourd'hui entre 5 et 6 millions d'utilisateurs qui mensuellement se rendent sur Pinterest pour rechercher, organiser et planifier un voyage à venir. Donc c'est vraiment une part assez importante. 5 à 6 millions. Ouais. Exactement. Et après, on s'adresse généralement à un public, disons, un peu plus âgé démographiquement que les réseaux sociaux, puisqu'on est quand même sur une plateforme de projet. Donc par définition, on s'adresse à un public qui est plutôt de type 25+. Et donc on a une excellente taux de couverture finalement aujourd'hui sur des foyers français qui ont également des moyens financiers suffisamment conséquents pour organiser des beaux voyages à venir. On dit, Bastien, que les utilisateurs de Pinterest, ce sont plutôt des femmes. C'est ça la réalité? Oui, alors c'est intéressant parce que historiquement, on a toujours a eu un très bon taux de pénétration aujourd'hui sur une cible démographique féminine, parce que ça représente environ 65% de notre audience en France. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la croissance sur les cibles hommes, on a de plus en plus d'utilisateurs hommes qui viennent également sur la plateforme. Parfois, c'est parce qu'un projet voyage, ça se construit à deux. Donc un projet voyage sur Pinterest, on a 2 utilisateurs qui viennent tous les deux enregistrer des idées, mais aussi parce que les hommes peuvent y trouver également de l'inspiration pour tout intérêt qu'ils pourraient avoir en dehors du voyage. Bon, c'est intéressant. On va revenir avec vous un peu plus tard justement sur ces fameux signaux faibles, ces fameuses tendances que vous pouvez dégager peut-être pour les mois à venir. Et ce sera intéressant d'y revenir. On va commencer évidemment avec Linda. Monsieur, il faut prendre un casque. Oui, non, pas de casque. Bon. On va commencer avec Linda, puisque Linda fait chaque année un petit travail justement de synthèse pour essayer de voir quelles ont été les destinations qui ont été les plus demandées par les Français en cette année 2025. Évidemment, depuis janvier et puis sur l'été, parce que l'été est une période extrêmement importante pour les professionnels. Donc on se donne 5 minutes avec Linda pour découvrir un peu les tops et les flops selon l'écotouristique. On t'écoute, Linda. Merci beaucoup François-Xavier de me donner la parole et puis de faire confiance à l'écotouristique chaque année. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver pour partager les tendances en termes de destination et également de chiffres. Donc tout d'abord, globalement, on peut dire que cette année 2024, nous avons soufflé le chaud et le froid dans tous les segments de marché, que ce soit la destination France, avec cet été olympique et assez atypique, les destinations étrangères, les voyagistes, les agences en ligne. Il y a eu une météo maussade, je ne vous apprendrai rien, la dissolution de l'Assemblée nationale, les élections sur 2 week-ends, les inquiétudes avant les JO en termes de sécurité, en termes de circulation. Donc le printemps n'a pas été simple et le mois de juillet non plus. Le mois d'août a permis de rattraper un petit peu le manque à gagner, mais c'est vrai que ça a été quand même une année assez complexe. On le verra avec les autres invités, j'en suis certaine. Je poursuis avec un petit focus sur
les agences en ligne et les plateformes en ligne, parce que ce qu'on peut voir sur ce tableau, c'est que finalement, la tendance, elle est la même également pour les acteurs du digital. Le printemps n'a pas été simple non plus pour ces acteurs-là. Les ventes en ligne restent stables au deuxième trimestre, donc au printemps, pour les voyages et les loisirs, soulignait hier la Fédération des entreprises de vente à distance. Et en rappelant un point important qui vous parlera à tous, ce secteur a explosé, donc le secteur du voyage a explosé pendant 2 ans et demi après le Covid. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase d'atterrissage avec un ralentissement de l'inflation. Donc là, ce qu'on voit sur ce panel des sites leaders du secteur du voyage et du loisir, c'est que les ventes s'envolaient quand même de 42% en 2021, 55% en 2022, 13% en 2023. Et encore une fois, au deuxième trimestre, le données les plus récentes, on est à 0%. Donc voilà, c'est pour la tendance globale, je pense que c'est bien de le rappeler. Oui, tout à fait. Ensuite, vous avez là l'évolution mensuelle des ventes de voyages offline et online en 2023, d'après les données d'Orchestra pour l'écotouristique. Donc l'an passé, il y avait beaucoup de croissance à 2 chiffres. On était effectivement dans une phase notamment de reprise du long courrier, donc ce qui fait qu'on a eu une année exceptionnelle. Je pense que c'est bien aussi de l'avoir toujours en toile de fond. Merci l'inflation. Voilà. Et merci l'inflation, comme disait François-Xavier. Et là, en 2024, on voit que la photographie est bien différente. On est sur une année de yo-yo. Comme je le disais un peu plus tôt, les agences, les tours opérateurs, les compagnies aériennes ont soufflé le chaud et le froid. Avril, mai, juillet, août sont en négatif en termes de vente de voyages. Donc, par rapport à l'année 2023. René Marc, qui est à ma droite pour le CETO, le rappelait lundi en conférence de presse. Les tours opérateurs comme le Club Med et TUI ont d'ailleurs dû faire des promotions qui ont marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. C'est un signal assez fort de ce qui s'est passé. Alors maintenant, on va se projeter. Comme tu l'as dit, François-Xavier, c'est important d'avoir une photographie de l'été. Et je me permets de vous renvoyer sur notre site internet parce que le baromètre de juillet et d'août, en fait, ils sont en ligne. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aille au-delà et qu'on vous présente des données exclusives grâce encore une fois à Orchestra. Donc là, on va se projeter un petit peu sur l'automne qui s'inscrit en termes de destination vraiment dans la continuité de l'été. Donc, que voit-on? Eh bien, le volume d'affaires progresse de 1,5%. Donc, au mois de septembre, en volume d'affaires en termes de départ. Donc là, c'est tous les Français qui partent en séjour avec les agences de voyage. Par contre, le nombre de dossiers, lui, recule de manière quand même assez significative puisqu'on parle d'une baisse de 6%. Car le panier moyen, lui, continue d'augmenter. Donc, en termes de destination, on voit l'Espagne, la Grèce, la France. C'est le podium traditionnel qu'on a également en juillet et en août. La Tunisie n'est jamais loin, même si effectivement elle a pu parfois certains mois connaître une petite baisse. L'Italie, c'est un grand succès de l'année. Je pense qu'on va en reparler. Le Maroc se porte bien aussi. Donc en général, la Méditerranée, l'Afrique du Nord sont dans le top 20, et même dans le top 10 des destinations. Et puis sur le long courrier, les États-Unis se portent très bien cette année. Donc voilà, tout ça c'est dans la continuité de l'été. Je poursuis avec cette fois-ci la Toussaint. Je pense que c'est important effectivement qu'on voit comment se présente la Toussaint, puisque ce sont les prochaines grandes vacances scolaires après l'été. Donc la bonne nouvelle cette fois, c'est que le volume d'affaires progresse de 11,2%, mais le nombre de dossiers, lui, progresse de 13,4%. Et le panier moyen recule de 2%. Donc les Français empêchés de partir pendant les Jeux Olympiques parce qu'ils ont travaillé ou parce qu'ils voulaient tout simplement assister aux épreuves, pour certains, vont partir visiblement pendant la période de la Toussaint. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour la profession. C'est ce que tu disais aussi d'ailleurs, René Marc, en début de semaine. Et donc dans ces données de la Toussaint, on voit que la moitié des dossiers sont constitués par des familles. Donc on retrouve la clientèle familiale qu'on a également pendant l'été.
Donc la saison se présente bien, mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours, bien sûr, avant de l'avoir tué. Pour l'instant, nous parlons d'avance. Et parfois, on peut connaître des ralentissements. Le début de l'année avait commencé sur les chapeaux de roue pendant le premier trimestre. Du coup, on s'était un peu emballé peut-être sur les prévisions. Et après, il y a eu un vrai ralentissement au printemps. Alors, maintenant, je sais que c'est une question qui est très importante. Les tops, les flops. Voilà. Donc, les tops. Donc, en général, sur le mois de septembre et la Toussaint, c'est la Méditerranée, encore une fois. La Grèce, l'Espagne, bien sûr. L'Italie, qui progresse bien. Là, on le voit peut-être un peu moins que sur le mois de septembre. Je reviens en arrière. Mais là, l'Italie était à plus 14%. Elle a parfois fait plus 20, plus 30%. Même chez le tour opérateur, alors que c'est une destination qui est un peu désintermédiée. Ensuite, il y a les États-Unis qui sont en forte progression cette année. L'Asie, bien sûr, là c'est Guillaume qui en parlera beaucoup mieux que moi, mais on voit effectivement un retour significatif des destinations telles que le Japon, la Thaïlande, l'Indonésie. Et je vais faire un petit ajout par rapport à cette photographie, parce que c'est une partie finalement du marché. Dans les allées de l'IFTM, j'ai pu discuter avec Thomas Saison de la Compagnie des Alpes, et lui disait que pour l'instant, au niveau des séjours ski, donc de la Compagnie des Alpes, sur l'ensemble des canaux de distribution, eh bien, il est en avance. Enfin, la Compagnie des Alpes est en avance de 25% par rapport à 2023. Donc, pour l'instant, effectivement, la saison ski se présente bien dans les grandes stations de montagne que gère la Compagnie des Alpes. Parmi les flops, alors, ça ne surprendra personne, malheureusement, il y a l'Égypte qui donc affiche, je crois, la baisse la plus notable de la Toussaint. Donc là, qui fait les frais, évidemment, du conflit à Gaza. Qui fait les frais du conflit à Gaza. C'était sur le mois de septembre, c'était plus significatif. Voilà. Là, on était à moins 43% quand même. D'accord. Effectivement, c'est une victime collatérale de la géopolitique. Ce n'est pas la seule, puisque la Turquie est également en souffrance depuis quelques mois. Idem pour la Jordanie. Alors, la Jordanie est présente ici avec un magnifique stand. On voit l'Arc de Triomphe d'Adrien à Gérach. Et donc, l'Office du tourisme disait hier, nous sommes la maison calme d'un voisinage très bruyant. Je pense que c'est assez bien résumé. Voilà, et cette année, justement, la Jordanie anticipe une baisse qui pourrait aller jusqu'à 60% au niveau du marché français. Ouais, normal. Voilà. Le Canada recule aussi, on en parlait René Marc depuis maintenant plusieurs semaines. Je crois que pour toi, c'est la conséquence d'une image écornée par les incendies. En tout cas, c'est vrai que la baisse est assez remarquable comparativement aux États-Unis. On pourrait croire aussi que le coût de la vie qui a beaucoup augmenté depuis le Covid explique en partie cette baisse, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a le même phénomène, les prix ont augmenté, et pourtant, les États-Unis se portent très bien. J'ai l'impression, mais là, ce sera intéressant d'avoir votre point de vue, que les pays du Golfe sont eux aussi un peu en recul. En tout cas, ils sont beaucoup moins en croissance que les années passées. La Dubaï, est-ce qu'on voit Dubaï? Oui, voilà. Les Émirats Arabes Unis, c'est pour l'essentiel Dubaï, moins 4%. Donc certains mois, on voit qu'effectivement, il y a une petite érosion de Dubaï. Au mois de juillet, c'était une baisse de 13% pour les Émirats Arabes Unis dans le baromètre d'Orchestra. Et au mois d'août, la destination était absente. Au niveau, donc, cette fois-ci, des ventes. Là, je vais poursuivre avec un point sur les billets d'avion, parce que c'est quand même un point très important dans les calculs du prix global et qui a un incidence justement sur l'envie de voyager. Donc au mois d'août, toutes les stations confondues, finalement l'inflation elle est pratiquement nulle. On est à seulement plus 0,4%, mais avec beaucoup de différences en fonction des axes. Donc sur les vols intérieurs, il y a quand même une hausse assez significative de 6%. Sur les vols moins courriers de 3%. Et par contre, les vols long courriers, eux, bénéficient d'une baisse de prix compte tenu d'un contexte économique assez compliqué. Et les diminutions de prix les plus notables sont, donc toujours pour le mois de septembre, d'après le baromètre Mr Fly pour Orchestra, sont sur le Japon, moins 12%,
et également l'île Maurice, moins 9%. Donc sur le long courrier, effectivement, qui est aussi un des gagnants de cette année 2024, en ce moment, les prix sont plutôt légèrement à la baisse. Mhm. Voilà, alors bien sûr, hein, on verra ce que donne la D'accord. suite, mais si on regarde le prix du pétrole, depuis un an, la tendance est quand même à la baisse, donc on a envie d'espérer que le billet d'avion continue sur sa lancée à diminuer. Alors, les tops et les flops. En résumé, vraiment la grande photographie, on peut dire qu'effectivement, la France, même si ça a été très compliqué au mois de juillet, la France quand même tire bien son épingle du jeu, et notamment en termes d'image, parce que c'est vrai que les JO ont été un vrai succès, un vrai beaucoup de projecteurs qui devraient justement profiter de la destination l'an prochain, donc c'est important, quelque part on a semé pour les années à venir. La Grèce et ses îles, l'Espagne, l'Italie, alors le Maroc également, la Tunisie fait toujours partie du top 5 en général, donc c'est un succès. Les États-Unis, l'Asie bien sûr, et parmi les flops, on en a déjà parlé, il y a l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, le Canada, la République dominicaine qui finalement souffre de l'arrêt des vols de Corsair et d'Air France l'an passé, au profit parfois de l'île Maurice. Et donc, on peut aussi voir qu'il y a une envie forte de voyager, mais bien sûr, des freins, problèmes de pouvoir d'achat, d'arbitrage et des tendances parfois un peu discutables à l'ajout de taxes et d'assurances, notamment pour soi-disant lutter contre le surtourisme, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour le panier moyen et qui peut parfois justement éloigner un peu plus certains Français de l'accès aux vacances. On rappelle que seulement 60% des Français ont la chance de pouvoir partir en vacances. Linda, est-ce que ces tops et ces flops là, que tu viens de nous donner, on parle en volume d'affaires ou on parle en nombre de clients? Quand tu fais cette dernière slide là, Oui, tout à fait. on est en quoi là? Oui, alors c'est un bon point. C'est plutôt en volume d'affaires. Plutôt en volume Voilà, d'affaires. typiquement pour la France, C'est ça, hein. les hôteliers, ils ont connu un été vraiment mitigé, notamment au mois de juillet. Mais au final, comme les prix avaient augmenté dans les destinations hautes des JO, ils vont faire de meilleurs revenus. Ouais. Ouais, parce qu'il faut faire attention, la Tunisie, c'est sûr. pas si top que ça. La hein. Tunisie, c'est entre les deux. J'ai Voilà. hésité à mettre la Tunisie, donc tu fais bien de le souligner. Voilà, parce que faut c'est vrai quand que la même, Tunisie, en volume d'affaires, ça se maintient. Mais bon, René Marc le dira mieux que moi. En nombre de clients, c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué. Voilà, c'est pas terrible. Hein. Tout à fait. Juste un petit mot de méthodologie avec Bastien. Bien sûr. Ces datas, elles viennent d'Orchestra. Comment Oui. ça fonctionne? Juste très vite. Oui, absolument. Donc, point de vue méthodologie, bonjour à tous. Nous, on regarde les réservations qui sont réalisées en agence de voyage. Quand je dis agence de voyage, ça peut être sur différents canaux. Agence de voyage physique, call center et site e-commerce. On est sur un panel de 20 à 25 distributeurs. Pardon. On est sur un panel de 20 à 25 distributeurs en France qui représente environ 2 milliards d'euros de réservations par an. Donc, on est représentatif. On fait attention à dédoublonner quand on a des données de tour opérateurs et de distributeurs qui peuvent être mélangées. On est sur un panel aussi qui est stable dans le temps. Donc, on n'a pas l'effet d'un nouveau client qui pourrait rentrer d'une année sur l'autre et venir perturber les résultats. Donc, ça, c'est sur la partie vraiment, je dirais, périmètre. Ensuite, donc, les types de produits, c'est des voyages à forfait, hein, de produits Théo, mais aussi des vols, des croisières, des circuits, tout ce que vous pouvez trouver en agence de voyage. Donc voilà pour le périmètre. Est-ce qu'on pourrait enrichir ces datas? Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus sur les types de voyages, sur les types de clients? Est-ce qu'on pourrait aller plus loin? Parce que ça, finalement, c'est super. On a une photographie, mais on aimerait bien avoir un peu plus, quoi. C'est une bonne question. Effectivement, là, on parle en volume d'affaires. Traditionnellement, avec l'écotouristique, on parle en volume d'affaires. Donc, on est stable. On pense que c'est le meilleur agrégat pour être représentatif du marché. Mais effectivement, on travaille depuis maintenant quelques mois pour enrichir les datas que l'on va mettre à disposition du public et aussi de nos partenaires, puisque cette data elle est extrêmement riche. Quand on parle d'une réservation de voyage, on a accès à la composition familiale, à l'origine, la destination, le type de séjour, on a le nom des personnes, leur âge, donc c'est très riche et ça va nous permettre d'enrichir ce qu'on va pouvoir proposer. Donc par exemple, les typologies de voyageurs, est-ce que c'est des solos, est-ce que c'est des familles, des couples, des groupes, les typologies aussi de séjour, est-ce qu'on parle de circuits, mais aussi de parcs de loisirs, de croisières, ça va intéresser évidemment les spécialistes, mais également le grand public.
également la fenêtre de réservation. Donc, par exemple, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Linda, sur l'automne, si je me permets d'ajouter un chiffre, nous on constate qu'on a une fenêtre de réservation qui s'est allongée de 5 jours en moyenne. Donc ça veut dire que les Français réservent plutôt pour la Toussaint, ce qui est très positif, même si ça ne présage pas forcément d'une réussite de la saison en tant que telle. Donc voilà, ça c'est les informations qu'on va pouvoir donner. Et ce qui va être intéressant, c'est aussi de les combiner entre elles, donc de regarder le volume d'affaires, le nombre de réservations sur une typologie de voyageurs, sur une destination donnée. Et enfin, sur les destinations, on souhaite aussi aller plus loin en parlant de hub. Donc au lieu d'aller uniquement sur le pays, on va pouvoir aller sur les aéroports. Donc je vous donne un exemple concret. Le Portugal, au lieu de simplement donner une tendance sur les Français qui vont au Portugal, on va pouvoir regarder le hub de Porto ou le hub de Lisbonne. Et enfin, j'en termine ensuite, François-Xavier, avec le groupe Travelsoft qui est la maison mère d'Orchestra, on est en train d'accéder à des données sur différents marchés. Donc on va pouvoir parler d'inbound et d'outbound, d'ongoing ou d'outgoing, et de pouvoir comparer le marché français avec le marché espagnol, italien ou allemand. Et je pense que ça sera très intéressant. René Marc, c'est vrai que Linda le montrait très bien là, à travers ses slides. Il y a eu un effet rebond, ce qu'on a appelé le revenge travel après le Covid. Alors en plus, c'est additionné une forte inflation donc, qui a permis à l'ensemble des acteurs de la profession de retrouver de l'oxygène. Est-ce qu'on peut vraiment parler de top cette année? Parce que tu vois, certes, il y a des pays qui s'en sortent pas trop mal, mais est-ce que c'est vraiment des tops, hein? C'est surtout l'inflation qui fait qu'ils se maintiennent. Oui, c'est simple. Nous, ce qu'on constate, et ça répond à ta question, c'est qu'on est porté par la recette unitaire. Oui, c'est ça. Ou la recette par dossier. Bon, qui a monté pratiquement de 7%. Et on constate des baisses importantes de trafic, parfois. Ce qu'on peut avoir comme image cette année, c'était le grand 8. C'est-à-dire, on est parti très fort. Alors, sur le mois de mai, j'ai vu les statistiques, je ne suis pas... nous, le mois de mai est très positif. Ouais. Le mois de juin est bon. Ouais. Et dès le mois de janvier, on savait qu'il y aurait un mois de juillet extrêmement mauvais, deuxième quinzaine, première... Ouais. Parce que déjà, les acteurs habituels constatait dans les réservations une baisse importante sur juillet. Donc ça n'a pas été une surprise. On a communiqué très vite, bon, visiblement pour une raison très simple que personne n'osait dire, parce que c'est vrai que les Jeux Olympiques c'est un grand succès, mais c'est un succès qui va se capitaliser dans le temps pour le tourisme. Mais pour le temps présent, tous les pays qui ont accueilli les Jeux Olympiques ont vécu le même problème. Si on regarde ce qui s'est passé dans tous les pays ont eu des problèmes par rapport au marché domestique, aussi bien également vis-à-vis de départ à l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé? On a donné des messages extrêmement précis sur des problèmes de comment rejoindre les aéroports. Les gens disaient je ne vais peut-être pas pouvoir sur le marché parisien, mais aussi sur des marchés de province. Donc on était environ à 60% du marché, où on disait sois sûr de rejoindre l'aéroport, il va y avoir les autoroutes fermées, je ne sais quoi. Arriver à l'aéroport, le privilège c'est d'accueillir tous les athlètes, éventuellement on a un aéroport. Alors déjà, quand vous voyez ce qui se passe en ce moment et que tous les effectifs étaient présents et qu'on n'a pas dédié un aéroport spécialement, vous imaginez que dans la tête de tout le monde en se disant je vais faire 4 heures de queue ou je vais partir 3 heures à l'avance. Donc tout ça, c'est des messages qui ont été au nom de la sûreté, ça c'est évident, sont des messages qui ont fait Le pouvoir d'achat a joué, René Marc, ou pas, cette année? Je termine là-dessus, mais c'est vrai que ça a été un phénomène très fort. Ouais. Le pouvoir d'achat, il a un impact pour nous sur la Tunisie. Ouais. Ce que je disais à mes amis tunisiens, la Tunisie, c'est de l'entrée de gamme. C'est facile à vendre. Bon, il y a encore plus si on pouvait y aller avec une carte d'identité. Bon, ça peut capter des ventes de dernière minute. Mais c'est la clientèle la plus sensible, évidemment. Mais c'est la clientèle la plus sensible au pouvoir d'achat. Donc ça, c'est la première phase. Mais aussi, sur les États-Unis, où c'est bon, où c'est également pour nous, c'est pas bon pour tout le monde. Passer un certain cap, un certain prix, les gens se sont posés des questions en disant mais est-ce qu'on va me laisser quelque chose? On va me créer les SF, on va remettre des impôts. Donc il y a eu un doute qui s'est créé, et ça on l'a vu dans les réservations. D'ailleurs on l'a vu à un tel point que ça a presque remis en cause l'arrière-saison qui était bien bonne, bien meilleure en photographie au mois de juillet qu'elle a été au mois d'août. Donc ça on l'a résumé dans la conférence de presse. On est quand même sur plusieurs... Alors bien sûr il y a aussi le phénomène
du Moyen-Orient, on n'a pas l'Égypte, on n'a pas la mer Rouge, mais globalement, c'est l'analyse peut-être la plus compliquée. Et à la fin, on s'en sort, où on est positif en chiffre d'affaires. On est plus ou moins étal en trafic, à quelque chose près, et on est positif en chiffre d'affaires parce que on a bien vendu l'Asie, et Guillaume en parlera. On a vendu des belles destinations. On a manqué de chambres en Polynésie. L'île Maurice est également extrêmement attractive. Donc on a vendu cher. On a bien vendu, mais globalement, on n'a pas retrouvé l'ensemble qu'on a d'habitude. Le top du top, c'est le moyen courrier, c'est la Tunisie en premier. Et là, cette année, c'est le long courrier qui a sauvé la saison. Alors justement, tiens, s'il y a un vrai top cette année, Guillaume, c'est l'Asie finalement. Là, il y a un vrai top. Alors, on va dire que c'est une correction aussi par rapport à tout ce qui s'est passé les années précédentes. C'est le retour enfin de l'Asie, mais là, c'est un vrai top cette année. Oui, alors c'est un vrai top que je vais nuancer quand même. Ouais. Mais d'abord, pourquoi un vrai top, tu l'as dit? Parce qu'il faut garder à l'esprit que l'Asie, globalement, est rentrée dans la pandémie quasiment 3 mois, 4 mois avant le reste du monde. Ouais. Puisque, on s'en souvient, si on fait un petit flashback, ça démarrait quasiment en décembre 2019 en Chine. Ce qui veut dire que nous, on l'a bien vu, dès quasiment le mois de décembre 2019, les réservations ont chuté. Et il y avait quasiment plus de départs en Asie dès la fin janvier-février 2020. Donc l'Asie est rentrée très tôt dans la crise et on est sorti très tard. Puisque la dernière destination majeure en Asie à avoir réouvert ses frontières, c'est le Japon. C'était en octobre 2022. Donc ça veut dire qu'il y a eu 2020, 2021, 2022. 3 années blanches en Asie. Donc on a tiré l'élastique en termes de frustration voyage. Et évidemment, dès lors que les frontières se sont réouvertes au printemps 22 pour certaines destinations du sud-est asiatique, à l'automne pour le Japon et d'autres destinations du Pacifique, mécaniquement, l'année 2023 a été la première année d'un retour progressif des voyageurs français et des voyageurs internationaux vers l'Asie. Mais avec clairement des volumes qui n'étaient pas au rendez-vous en 23 et 24 est la première année qu'on considère normale après quasiment presque 4 ans c'est énorme sur la destination. Donc forcément, il y a une énorme frustration du marché, bien sûr, français, européen, international, avec un retour en force évidemment de ces voyageurs internationaux vers l'Asie. Premier phénomène en 2024. Pour autant, une augmentation des prix, on l'a dit sur tous les graphiques qu'on a pu voir ensemble, avec un effet inflationniste sur l'aérien qui a été majeur sur les destinations asiatiques. En moyenne, c'est quasiment plus 28% constaté c'est énorme, sur la plupart des axes. Et ça ne décourage pas les gens quand même. Ça n'a pas découragé les gens du fait de cette énorme frustration. C'est ça. Donc l'année 2024 a été une très bonne année en volume d'affaires, mais pas en Pax. Parce que pour le coup, effectivement, les paniers moyens ont inflaté, je vous disais, entre 25 et 30% sur la plupart des destinations réouvertes. Et le marché était prêt à se positionner pour ces axes longs, voire très longs courriers. Par contre, en 24, on n'a pas assisté au retour de la clientèle petit prix. René Marc parlait de la Tunisie, destination pouvoir d'achat petit prix pour la Méditerranée. C'est exactement le cas du Sri Lanka ou de l'Inde, par exemple, en Asie, qui sont des destinations petit prix, première porte d'entrée vers l'Asie pour des petits budgets qui étaient à moins de 1 500 € par pax, par voyageur, avant pandémie. On s'est retrouvé avec l'ouverture de cette destination à devoir engager minimum 1 800, 2 000 € pour le même voyage sur les mêmes destinations avec un aérien qui avait pris quasiment 35-40%, une hôtellerie beaucoup plus chère. Donc forcément, les petits paniers ne s'y sont pas retrouvés. Donc ces destinations ont manqué à l'appel en 2024. D'accord. Pour ça que je nuance un peu le propos. Celles qui ont manqué à l'appel, l'Inde, le Sri Lanka. Inde, Sri Lanka, Chine, bien évidemment. Chine, Alors, pour des raisons à la fois tarifaires, mais surtout pour des raisons, je pense, de perception et d'image de la destination. Mécaniquement, éminemment écorné durant la pandémie, avec une velléité très lente, très progressive du retour du marché, et un marché chinois qui lui-même est resté dans ses frontières. Donc le bon côté, quelque part, c'est que ça nous a donné accès au stock en 2024. C'est aussi ce qui a fait que malgré les niveaux tarifaires très élevés des destinations asiatiques, avec une envie très forte du marché de se repositionner, on a eu un accès assez large au stock en Asie du Sud-Est, au Japon, dans le Pacifique, parce que le marché chinois n'était pas au rendez-vous. Donc on a eu un phénomène fabuleux en 24, hausse des paniers moyens, retour de la clientèle, à peu près 80% des volumes en Pax de ce qu'on constatait en 2019, un accès au stock hôtelier, des places dans les avions, les compagnies du Proche-Orient et du Golfe en tête qui ont repositionné les vols. Et forcément, on espère que 25, même si on parlera après des perspectives, mais va voir cette tendance évidemment s'accélérer avec enfin le retour des destinations petits paniers. Inde, Sri Lanka, Chine, qui devient à nouveau fréquentable, avec beaucoup d'éléments de rassurance là aussi qui ont été
déroulés par l'ensemble des offices du tourisme concernés. Et puis des destinations du sud-est asiatique qui restent encore à la proue évidemment du marché. Ce qui a marché en Asie cette année, on répète, c'est Japon, Thaïlande. Alors, en tête, oui, on l'a vu dans les chiffres de Linda tout à l'heure, le trio de tête, Thaïlande, Japon, Vietnam. Oui, Thaïlande, Japon, Vietnam. Ouais. Alors dans un ordre différent selon les opérateurs, les spécialités des uns des autres. Mais globalement, c'est les 3 destinations qui ont vraiment captivé et géré finalement cette activité, parce que quelque part, c'est aussi les destinations qui ont le moins flatté relativement à 2019 en termes de moyenne tarifaire. Et celles sur lesquelles on trouvait du stock. Même si le balnéaire dans ces destinations-là, je pense à la Thaïlande en particulier, a fait une très grosse montée en gamme, notamment sur la région de Phuket, où on commence à avoir du mal à trouver là aussi du 3 étoiles, même du 4 sur ces axes-là. Mais Japon, Thaïlande, Vietnam, trio de tête. Le Japon, c'est de la folie. Le Japon, c'est de la folie. Et à tel point qu'on voit les Japonais se plaindre d'un trop de tourisme au Japon. Il y a tout un tas de mesures qui commencent à être prises par les autorités on arrive dans locales. l'excès inverse, effectivement, avec des destinations saturées. Alors sur quelques sites très identifiés, là c'est vraiment Tokyo en l'occurrence sur 2024. Osaka et la région de Kyoto sera elle aussi probablement saturée en 2025. Parce que exposition universelle à partir de la mi-avril de l'année prochaine. Donc déjà, le gouvernement japonais, les États, les préfectures japonaises anticipent le gros effet appel d'air lié à l'exposition universelle d'Osaka. Donc on est en train, et tant mieux, bonne occasion de promouvoir d'autres préfectures, donner envie aux voyageurs français d'aller dans les Alpes japonaises, d'aller sur le sud d'Honshu, sur la péninsule de Kyushu, et d'aller faire véritablement un autre Japon, un deuxième voyage, en s'écartant des 2 grandes zones d'attractivité que sont Tokyo et Kyoto. Mais là aussi, il faut savoir être un peu innovant, évidemment, pour essayer de donner envie sur des axes qui seront un peu moins saturés. Alors justement, on va parler des perspectives. Bastien, juste avant de parler des perspectives, est-ce que vous retrouvez finalement des choses que vous observez chez Pinterest dans les destinations qui sont choisies dans les agences de voyage et les tours opérateurs? Oui, bien sûr. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous-mêmes, on a un peu un top destinations qui sont recherchées sur la plateforme. Et le Japon fait partie de ces top 3 destinations monde. Le Japon, c'est dans le top 3. Et alors, ce qui est marrant, c'est que malgré la fermeture des frontières, les utilisateurs, ils viennent toujours s'inspirer. Donc, ils ont l'envie d'y aller, elle est là. Donc, effectivement, cet effet bouchon qui a pu avoir, nous, on a pu l'observer parce que finalement, la destination Japon était en constante croissance d'une année sur l'autre. Quand bien même, ça faisait déjà partie du top 3 des recherches. Et après, c'est intéressant parce que quand je regarde le top des destinations qu'on a, elles font un petit peu écho à un rapport d'insight de tendance qu'on a pu sortir en début d'année sur nos premières observations, sur les destinations de l'été qui vont bien marcher. Et ce qui est ressorti, c'est intéressant, c'est que déjà, souvent l'activité, l'expérience qu'on veut vivre, elle est indissociable à la destination. C'est ça qui va me motiver sur une destination plutôt qu'une autre. Et nous, ce qu'on avait observé pour l'été 2024, c'était d'abord une recrudescence de l'intérêt pour la Méditerranée. Alors, il y a les destinations phares. On a la Grèce, on a la Croatie, on a l'Italie, donc qui sont des incontournables. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on observe aussi une vraie tendance à vouloir trouver des destinations qui sont moins surchargées, justement. Donc, nous, on a appelé cette tendance le slow travel. Et on voit émerger, c'est d'ailleurs les pays avec la plus grande croissance sur la plateforme, des pays comme l'Albanie, Chypre, Malte, qui pour l'heure ne faisaient pas partie finalement des top destinations recherchées sur Pinterest. Donc c'est intéressant parce que ce bureau de tendance un petit peu qu'on a en interne, finalement, je vois qu'il fait écho avec effectivement de la transaction. Donc c'est ce qu'on a pu observer. Et après, effectivement, sur le mois de septembre à venir, ce qu'on a observé, c'est que dans cette même tendance de déconnexion, de souhait de vouloir effectivement faire des vacances plus tranquille. Effectivement, on a beaucoup de requêtes autour de la destination France, cette fois-ci pour le hors-saison, hors de l'été, avec beaucoup de recherches sur les week-ends, sur de la montagne, sur des destinations plutôt rurales, effectivement, en France. C'est nouveau ce phénomène ou c'est traditionnel à cette période d'année? Vous avez cette forte demande vers la France? Eh bien, étonnamment, sur les dernières années, on avait en fait une explosion des requêtes sur la France pour la période d'été, et ce qui n'était pas du tout le cas finalement cette année. C'est-à-dire qu'elle fait toujours partie des top destinations, mais on n'avait pas une croissance aussi forte. Et maintenant, finalement, ce qu'on voit, c'est qu'on voit se déporter cette tendance, finalement plutôt sur du hors-saison, puisque cet été, il y a eu un petit peu un effet d'exode vers les destinations méditerranéennes, en tout cas de
de ce qu'on peut voir comme souhait de voyage, en fait, comme projet. Ouais. Bastien, tiens, j'ai pris les 4-5 destinations qui sont les plus recherchées sur Kayak. Kayak, c'est le fameux comparateur et c'est sorti hier. C'est pour ça que j'ai pris ça. Alors là, on parle de villes, hein, pas de pays, mais Marrakech en premier pour les destinations de l'automne. Marrakech, deuxième Bangkok, troisième Tokyo, quatrième New York, cinquième Saint-Denis de la Réunion, je précise, et sixième Bali. Est-ce que vous retrouvez ça, vous, dans vos requêtes ou pas? Oui, bien sûr. Alors, on a un outil souvent qui peut être utilisé d'ailleurs par n'importe quel professionnel du voyage qui s'appelle Pinterest Trend. Donc, c'est un site internet sur lequel vous pourrez voir les destinations effectivement les plus en vogue et qui permet d'avoir ce travail un peu prédictif. Alors, ces destinations aujourd'hui, c'est pour nous les destinations les plus recherchées. En termes de volume, effectivement, on est vraiment sur New York, sur Tokyo, sur Bangkok, qui font également partie du top 5 sur ce qu'on peut voir sur la plateforme. Mais à côté de ça, nous, ce qu'on voit évoluer, c'est que souvent avec la destination, une fois de plus, il y a une recherche d'expérience. Et donc la notion de Marrakech, en fait, nous, on a vu beaucoup de recherches liées à atmosphère Marrakech, hors des sentiers battus Maroc, pardon. Donc en fait, c'est intéressant parce que maintenant, il va falloir également être en mesure de pouvoir proposer finalement un message, une communication sur l'expérience à vivre au-delà de la destination même. Puisque aujourd'hui, je pense qu'il y a un besoin effectivement d'aller découvrir ce qu'on peut faire autour. Guillaume, dans les 6 destinations les plus recherchées là, sur Kayak, on a donc Bangkok, Tokyo, Bali. Est-ce que les perspectives sont bonnes sur l'Asie? Alors fin d'année, tu avais l'air de dire c'est plutôt bon. Il y a peut-être une inconnue sur 2025, c'est ça? Écoute, pas tant que ça, parce que pour le coup, on reste sur une tendance clairement en progression. Alors plus du fait de l'effet tarifaire ou de l'effet inflationniste, mais vraiment de l'effet rattrapage sur les volumes, sur le nombre de clients, sur le nombre de voyageurs. Parce que je te le disais, 24, globalement, tous les opérateurs du marché, on a retrouvé 80% des volumes de 2019. Donc on n'avait pas fait le plein en 24. Du fait du retour de ces destinations petit prix, Inde, Sri Lanka, Chine, on est en train de retrouver probablement 25 les volumes de 2019 avec des prix qui se tassent, mais qui restent quand même à peu près 25-30% au-dessus de ceux de 2019. Donc mécaniquement, en volume d'affaires, on va faire une très belle année 2025. L'autre phénomène intéressant, au-delà de ce que tu donnais évidemment sur le baromètre, c'est qu'on a des voyageurs aujourd'hui qui cherchent à voyager plus longtemps à destination. Alors certainement pour compenser aussi l'effet hausse des prix de l'aérien. Pour rentabiliser le voyage, finalement, ils se disent quitte à payer plus cher le billet, au lieu de partir 10 jours, on va partir 15 jours. Au lieu de partir 15 jours, 3 semaines. Donc ça, c'est un effet pour nous qui est fabuleux, parce que évidemment, c'est du chiffre d'affaires en plus. Sur un travail qui est quasiment similaire. Et l'autre phénomène intéressant, et ça il était temps que le marché français l'entende aussi, c'est l'anticipation dans le carnet de commande, dans la réservation voyage. On porte ce message-là évidemment aux agences de voyage. Pour l'Asie, surtout pour 2025, réservez tôt. Avec un retour du marché chinois attendu bien plus franc évidemment l'année prochaine. Donc ça peut être une des limites de l'exercice. Quand même tu si dis, le marché reste en appétit. Retour du marché chinois, c'est les Chinois qui vont voyager en Asie et qui évidemment vont monopoliser des chambres, etc. Voilà, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, mais ils sont vraiment de retour sur 2025. Et puis troisième phénomène intéressant sur 2025, c'est des voyages hors saison. Là aussi, pour contourner ces effets de saturation sur certains sites avec très forte appétence, parce que ce que les Français veulent, le marché international le souhaite. Les destinations que tu cites sont clairement dans le top 10 des destinations souhaitées par la plupart des voyageurs européens, occidentaux ou asiatiques. Donc l'effet, c'est d'essayer de trouver des destinations à des moments de l'année moins saturés. Donc là aussi, on pousse à ce que la réservation soit plus tôt, et ça se voit dans les fenêtres de réservation, à ce que les voyages soient plus longs, à ce que les voyageurs partent un peu à contre-courant, alors pas forcément sur de la basse, mais plutôt sur de la saison intermédiaire, ce qu'on appelle la medium season, la shoulder season en Asie. Et puis là aussi, avec des compagnies aériennes qui sont en train de remettre en place des vols directs. Alors ça, c'est un autre point intéressant pour 2025. Je pense à l'Australie. Grande nouvelle, depuis la mi-juillet, on peut rejoindre l'Australie sur sa côte occidentale, Perth, en 15h30 au départ de Paris, grâce à Qantas. C'est une première, c'est historique. Ça va complètement, évidemment, rapprocher quelque part géographiquement la destination de l'Europe et de la France en particulier. Ça peut être un succès de l'année 2025. Ça peut être un des éléments très intéressants de l'année 2025, avec en plus toute la zone occidentale qui est très peu connue des voyageurs. Et ça génère en plus du voyage repeating business, puisque en général l'Australie, premier voyage, on est plutôt côte est et centre de l'Australie. Là, pour le coup, ça désenclave la région indienne, océan Indien de l'Australie sur la côte ouest. Air France a annoncé le retour d'une ligne sur les Philippines. Donc là aussi, point très intéressant, vol direct Philippines.
Troisième élément, Malaysian Airlines va revenir également sur le marché pour desservir Kuala Lumpur en vol direct à partir de mars l'année prochaine. Donc bon nombre d'éléments nouveaux là aussi qui vont faciliter l'accès à l'Asie avec du vol direct, moins consommateur de CO2, avec des temps de trajet plus courts. On l'espère, un prix du baril qui baisse. Donc là aussi peut-être un tassement, voire une légère baisse des tarifs aériens. Même si on n'a pas trop gros espoir sur la baisse, mais au moins le tassement. Et puis en tout cas, ça rend là aussi évidemment les destinations plus accessibles, plus proches en temps de trajet, donc plus appétissantes. Oui, évidemment, les destinations sont très dépendantes de l'accès aérien. C'est une évidence. René-Marc, par rapport à ce que tu sais, toi, aujourd'hui du marché, tu parierais sur quelle destination en 2025? Quelles sont les destinations qui, selon toi, encore une fois, par rapport à ta connaissance du marché, vont fonctionner en 2025? Pour l'instant, tel qu'apparaît on a 20% en portefeuille par rapport à l'hiver, par exemple. On retrouve la même structure qu'on avait en 2019. D'accord. Maroc, première destination de l'hiver, comme il faut quand même le faire. Arrive après quand même les États-Unis. On retrouve la même structure avec l'Asie. Sur 2025, ce qui se vend bien, ça a été à la fois la période de Noël, où déjà pas mal de destinations ont fait le plein, et la fin de l'hiver. Le vide, c'est plutôt février. Les vacances de février, c'est l'incertitude. C'est assez bizarre. On ne comprend pas bien pourquoi, mais la décision n'est pas encore prise. Et ce qui se passe aussi sur le mass market, etc., c'est la vente de dernière minute. On retrouve la structure qu'on avait en 2017-2018, où les gens arrivent en agence ou arrivent chez les tour opérateurs 2 jours avant, 3 jours, je décide de partir, etc., sur telle destination. Ça, on ne l'avait pas parce que, bon, avec le Covid, les gens avaient anticipé. Alors, on a à la fois des clients qui anticipent, comme disait Guillaume, sur certaines destinations très longtemps parce qu'ils veulent garantir leur voyage, et de l'autre côté, une clientèle qui est extrêmement captive de dernière minute, voire de promotion. Bon, on a fait des promotions cet été, ça a bien fonctionné. Bon, maintenant, ça ne sera pas toujours les promotions. Juste une chose, sur le prix de l'aérien, je pense effectivement que le prix du baril, il ne faut pas trop rêver parce que clairement, lorsqu'ils montent, ils augmentent. Lorsqu'ils baissent, ils ne baissent pas les prix. Bon, ça, on le sait bien. Bon, ce qui fait changer la donne, c'est la compétitivité, évidemment. Il y a aujourd'hui des écarts tarifaires absolument importants entre un vol avec une escale sur une compagnie et un vol direct. On est du simple au double. Bon, et les gens aujourd'hui, les clients aujourd'hui n'hésitent pas à dire bah, moi je vais faire une escale d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures à Istanbul, parce que je dois Turkish Airlines, que je fasse ou à Dubaï ou à Abu Dhabi, parce que je vais payer mon billet à la fin la moitié moins cher. Donc, l'histoire des vols directs, il faut faire attention, parce que si c'est pour multiplier le prix par 2, ça va être quand même un handicap en 15 heures, d'accord, mais aujourd'hui, on peut atteindre certaines destinations avec 2 heures, 3 heures de plus. Les transferts se font bien. Et pour moi, le baril on devrait immédiatement le ressentir par une baisse immédiate des tarifs, puisque dès qu'il y a une augmentation, d'un seul coup, il y a la surcharge qui apparaît, etc. Donc, c'est un phénomène. Pour Pinterest, quand même. Très vite. Moi, très vite, oui, mais il ne me donne jamais la parole. Moi, je fais partie des 35% d'hommes qui... Mais c'est vrai que c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire, on peut refaire sa maison, on peut rêver. Et faire du voyage dans un site de recherche où on fait rêver les gens à la fois sur leur domicile, sur leur mobilier, sur leur voiture ou quoi que ce soit, c'est très intelligent. Parce que les gens sur ce site, contrairement à d'autres sites de recherche, se mettent dans le rêve. On est dans le rêve sur Pinterest. Voilà. Oui, absolument. C'est le maître mot. On parle beaucoup d'inspiration sur Pinterest. Et ben, merci en tout cas d'être utilisateur. Ah ben, je ne savais pas, René-Marc, que tu étais utilisateur de Pinterest. On va laisser le dernier mot à Linda, qui est évidemment notre partenaire sur cette conférence, mais qui surtout est une fine connaisseuse de ce secteur. Alors Linda, 3 choses. On parle beaucoup de tourisme durable. Finalement,
ce tourisme durable ne bouscule pas la carte de nos tops et de flops depuis des années. Donc ça, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. 2, quelles sont pour toi les destinations qui pourraient faire un tabac en 2025, en tout cas celles que tu attends? Est-ce qu'on peut avoir des signaux faibles avec un salon tel que IFTM Top Resa? Est-ce que ça te donne, toi, des idées de ce qui pourrait marcher dans l'année qui vient ou pas? Alors, sur le tourisme durable, oui, je te rejoins totalement. La photographie d'ensemble ne bouge pas. René Marc soulevait un point important, c'est qu'effectivement, le prix, c'est un critère absolument clé et qui arrive bien avant les préoccupations liées à l'environnement. Mais quand on l'interroge à travers des sondages, les Français, bien sûr, ils sont très sensibles. Mais au moment où ils réservent leur voyage, ils voient le montant, multiplié par 2 si c'est un départ en couple, multiplié par 4 si c'est une famille. Et là, le véritable arbitre, ça va être le prix, le portefeuille. Bien sûr. Voilà. Après, en termes de destination de tendance, je rejoins effectivement ce que disait Guillaume tout à l'heure. C'est vrai que l'Asie, elle est encore en pleine remontée. Et l'aérien, c'est un point vraiment déterminant. Et justement, il y a bien sûr les vols vers l'Australie, le nouveau vol vers Perth en direct. Il y a également le nouveau vol vers la Malaisie en direct, le nouveau vol vers les Philippines en direct. Donc on voit qu'effectivement les capacités, les opérateurs sont en train de les remettre sur le marché. Donc l'Asie devrait connaître une belle année 2025. Et il y a également un nouveau vol qui va démarrer cet hiver vers les Seychelles en direct. Ça fait très longtemps que les Seychelles, je crois, n'ont pas été desservies en direct. Et ça va être, je pense, ça peut être un succès potentiel si les infrastructures sont à la hauteur. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais ça a été une destination quand même très identifiée sur le marché français. Qui a été délaissée parce qu'il n'y avait pas de vol direct. Et donc là, peut-être que l'an prochain, elle pourra effectivement revenir sur la carte en alternative, par exemple, à la Polynésie française. Très belle destination, mais chère et qui souvent passe par un séjour de 3 semaines, 1 mois. Donc c'est vraiment le voyage d'une vie. Et effectivement, le salon, c'est, je pense, un indicateur de tendance lourde et de petites tendances émergentes. C'est à l'occasion de ce salon qu'on apprend par exemple les ouvertures de lignes directes et des conférences exceptionnelles. Et par rapport au tourisme durable, pour l'instant on ne le voit pas sur le baromètre, mais il y a quand même une petite musique qui monte, il y a des petits pas de côté que font les Français. Il y a bien sûr l'attraction, si je peux dire, du train, même si c'est parfois plus compliqué, plus cher. Il y a également l'attraction de destination du Nord. On appelle ça maintenant la coolcation. Donc les vacances à la fraîche, donc notamment en Scandinavie, pour à la fois finalement découvrir les destinations qui sortent un peu des sentiers battus, pour éviter les foules et pour éventuellement aussi éviter les canicules. Donc ça, c'est une tendance qui monte tout doucement. La van life aussi. Donc il y a des petits sentiers alternatifs que prennent les Français. Mais là, on parle des tendances vraiment sur le marché de masse, sur les grands volumes. Là, c'est vraiment la photographie dans son ensemble. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, on parlait de l'Albanie aussi qui émerge. Dont parlait Bastien. Donc voilà, ça fait partie des petites musiques qui montent. Mais le concert, c'est toujours le même. Oui, c'est toujours le même. Bon, en tout cas, pas mal de choses, pas mal d'informations sur ces tops et ces flops. On le voit, il y a des signaux faibles. Et c'est intéressant, en effet, d'avoir quelqu'un comme Peter Est qui est capable aussi de nous dire, tiens, voilà ce qui est en ce moment en train d'être recherché chez nous. Et comme le président René-Marc Chicly est un utilisateur quotidien. Donc franchement, vous avez trouvé l'un de vos admirateurs. Bon, un grand merci en tout cas à tous. Et puis on va regarder l'Asie évidemment avec grande curiosité aussi pour cette année. Merci à vous, merci beaucoup. On est un peu en retard. On se retrouve tout de suite dans 10 minutes, 5 minutes pour la prochaine conférence. Merci encore.